là, je pense que la notion de solution et de solution pensée dès le départ, de façon à pouvoir optimiser recyclage ou réutilisation, et les exemples qu'on a vus sont absolument parlants. J'aimerais beaucoup avoir des chaussures louées, je pense que ça m'intéresserait, et peut-être beaucoup d'entre vous. Et en tous les cas, je crois qu'un des messages clés à retenir, c'est qu'il y a des besoins de R&D, il y a des besoins de compétences, et donc tout l'ensemble de ces sujets ont des futurs extrêmement riches et pour lesquels on attend des ressources, des cerveaux, des bras, sous une forme complète. Alors on va passer pour le quart d'heure qui nous reste aux questions de la salle. Poser des questions rapides et on fera des réponses rapides d'un côté de la table ronde rectangulaire. Bonjour. Je vais commencer. Merci beaucoup pour vos présentations. Je vais vous poser une question à vous, Monsieur Bureau, s'il vous plaît. Vous nous avez parlé donc des voitures électriques, du fait que vous vouliez absolument la démocratiser. Je vais refaire un petit contexte. Cet hiver, nous ne savons pas si nous allons avoir des coupures d'électricité, très, très clairement. Vous avez M. Petit qui a répété que nous devons diminuer notre part de consommation énergétique, tout en augmentant bien entendu notre consommation électrique. Mais la question que je vous pose est très simple. Est-ce que vous savez, si on devait changer tout le parc automobile aujourd'hui, quelle serait la consommation électrique qu'il nous faudrait pour pouvoir subvenir à nos besoins ? Merci. Alors, il y a une étude de RTE qui a été faite, mise en place, pour montrer effectivement l'impact de l'électrification sur le réseau électrique. Et le résultat de l'étude, en fait, est très favorable, dans le sens qu'ils ont effectivement, on a vu les différents scénarios, en fait, par rapport au mix énergétique, et on voit effectivement que le véhicule électrique va consommer de l'électricité, mais il faut surtout prendre en compte le temps et le moment où vous allez mettre en place en fait la recharge électrique pour utiliser la partie des heures creuses. Donc c'est un levier vraiment important. Au niveau RTE, d'après les simulations de véhicules électriques et de l'évolution du parc, ça passera en fait au niveau du réseau. Mais il faut effectivement prendre en compte ces systèmes de recharge décalés, de ces recharges programmées, et aussi à l'inverse en fait de ce qu'on appelle la connectivité en fait de la batterie au réseau, de façon à pouvoir utiliser les batteries en fait pour stocker, lorsqu'il y a des utilisations des énergies renouvelables, pour pouvoir stocker en fait le réseau et le décharger quand il y a un besoin. Donc c'est un système en fait dynamique entre la consommation et le besoin, pour pouvoir en fait lisser les pics de consommation et éviter effectivement d'avoir des coupures, sachant qu'il y a effectivement dans les nouveaux systèmes de bornes de recharge des systèmes de pilotage, comme vous avez sur votre chauffe-eau, qui permet en fait de réguler en fait en fonction de l'énergie, la demande, et puis aussi de toute façon on est bien conscient qu'il y a un coût aussi de l'énergie, donc l'utilisateur en tant que tel va aussi favoriser sa recharge au moment en fait où il y aura des heures creuses. Donc tout ça en fait va se faire dans un système en fait cadencé, coordonné, soit de façon volontaire en fait, soit des systèmes en fait électroniques via les bornes, via les pilotages des batteries, qui font, dans les différents scénarios qui ont été mis en place, en fait, qui font que ça pourra se faire à condition effectivement de prendre en compte que éviter que tout le monde recharge en même temps, à la même période, sur des besoins qui ne sont pas forcément adaptés, et d'accepter en fait d'avoir une batterie qui est rechargée quand on en a besoin, et donc qui va se faire au fur et à mesure des différentes technologies et différents pilotages et d'adressage de la batterie et du véhicule électrique dans le réseau électrique, qui n'est pas un problème français, qui sera aussi un problème européen par rapport au passage à 100% électrique en 2035. Donc c'est pris en compte, et on espère que ces scénarios-là vont bien être les bons lorsqu'on va basculer à 100% en électrique. Bonjour. Merci. Peut-être juste Deuxième question. Peut-être juste un complément électrique. Ce qu'il faut avoir en tête en France, c'est que on a une pointe électrique à 19h. Parce qu'on continue à produire dans les usines et tout le monde rentre, démarre son lave-vaisselle, remonte le chauffage, fait ce qui rentre à la maison. Le record de consommation électrique en France, c'est en février 2012, 102 gigawatts d'appel en puissance. Si à ce moment-là, tout le monde vient reblancher son véhicule électrique, je pense que le gestionnaire de réseau, il verra une difficulté. Donc ça se fera, mais de manière
ça faudra que ce soit régulé si on ne veut pas que ce soit de manière contrainte. C'est bon complément, merci. Deuxième question. Oui. Alors bonjour, c'est une autre question très simple pour Monsieur Bureau. C'est en haut, pardon, ici. Je voulais vous demander tout simplement si vous considérez les SUV électriques, autonomes, connectés, digitales, que sais-je, comme des alternatives durables à la mobilité. Alors, dans la mobilité, il y aura différents types de véhicules. On le voit, il y aura des véhicules qui seront adressés pour des usages urbains, qui peuvent être même des véhicules comme l'AMI, qui seront des véhicules sans permis, donc qui permettent d'avoir une mobilité. Il y aura des usages en fait, où il y aura besoin de gros véhicules pour faire de la route, des grandes distances qui nécessiteront certainement des grosses batteries et qui seront typés plutôt route avec un très bon aérodynamisme, une limite au frottement qui sera poussée. Et ce que l'on voit aussi, en fait, c'est d'essayer de typer les batteries par rapport aux besoins. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'utilisation en fait, d'avoir des batteries petites qui nécessitent d'être plus facilement rechargées et d'avoir des systèmes de recharge rapide. Donc ça, c'est le contrat que l'on a avec l'État pour le maillage en fait, au niveau des batteries et des systèmes de recharge. Et puis, il y a des systèmes qui se développent où vous avez un véhicule de petite taille avec une petite batterie. Et lorsque vous avez besoin le week-end en fait, d'avoir plus d'autonomie, eh ben, vous avez un système d'apport complémentaire de batterie qui peut se faire avec comme une remorque qui se fait, et à partir de là, vous pouvez avoir. Donc, il y aura des petites voitures, il y aura des grosses voitures, il y aura des SUV, il y aura des berlines, il y aura par rapport aux différents usages. Et si tout le monde, à un moment, accepte ou veut évoluer sur des véhicules que urbains ou périurbains, effectivement, le design des véhicules et la taille des batteries se fera. Mais dans la compréhension aussi qu'on l'a vu en fait pendant la crise Covid, qu'il y a une mobilité, un besoin de mobilité qui fait qu'il faut adresser les différents véhicules aux différents usages. Mais c'est vraiment une question d'usage, et la tendance, c'est d'adapter aussi ces tailles de véhicules par rapport aux besoins et de rajouter des éléments quand il y a besoin en plus. Il y avait une question là. Voilà, monsieur. Bonjour, c'est pour également Monsieur Bureau de Stellantis. On parle de Stellantis comme participant à la création d'usines fabriquant des batteries au lithium. Qu'en est-il sur l'industrialisation, notamment en France peut-être, je ne sais pas, sur les batteries au sodium? Merci. Alors, la chimie des batteries est un grand domaine de développement. D'ailleurs, il y a beaucoup d'électrochimistes qui étaient en France, qui sont partis au Canada, qui sont partis en Asie, et malheureusement, ils ne reviendront pas en Europe du fait du cycle et par rapport, mais il y a des nouvelles compétences. Mais c'est clair, ce que je vous ai montré, en fait, c'est l'industrialisation de la filière pour satisfaire le cap de 2035. On parle de différents types de chimie. On parle du lithium-ion, on va parler en fait des cobaltes, des sans cobalt, des hauts nickel et des lithium-phosphate. Donc vous allez avoir déjà toutes ces chimies qui vont se faire. Après, on va travailler sur des batteries semi-solides ou tout solides, c'est-à-dire que vous remplacez l'électrolyte en fait liquide par un matériau qui sera déjà plutôt polymère ou céramique. Donc là, ça sera la prochaine étape. Et puis après, il y aurait toutes les nouvelles chimies en fait, qui vont être développées. Et il faut savoir que toutes ces nouvelles chimies, comme celle du sodium, en fait, sont à l'étude. Mais il faut regarder la durabilité, la façon de recharger, la façon de décharger, la sûreté, et puis la densité d'énergie rattachée à ces batteries-là. Puisqu'il faut, pour un véhicule, que vous ayez une puissance et une durée pour que ce soit en fait intéressant, et puis une sécurité de fonctionnement. Donc tous ces éléments se font, et c'est dans l'axe de la R&D que je vous ai présenté. Donc il n'y a pas que la chimie au sodium, il y a toutes les chimies qui peuvent être étudiées, et qui sont justement avec les réseaux universitaires, les réseaux académiques, qui nécessitent, et souvent ce genre de batterie ne passe pas forcément par l'adaptation ou l'adoption par l'automobile en premier, mais va se faire en fait par d'autres technologies, les téléphones, les PC, les batteries de stockage, et petit à petit, on peut l'adopter suivant les critères de prix, de densité et puis de sécurité par rapport aux usages qui seront à l'époque où on aura des batteries qui seront certainement sans lithium, des nouveaux systèmes de recharge, des nouveaux systèmes de capacité qui nécessiteront et qui vous permettront d'avoir certainement une recharge ultra rapide en fait en 10-15 minutes. Et donc peut-être que des nouvelles chimies apparaîtront et que ce qu'on est actuellement en train d'étudier sera remplacé par d'autres pour l'automobile et que le sodium ira sur d'autres industries. Mais il y a de la place pour tout. Mais on le voit qu'il y a effectivement énormément de choses de faire déjà avant de substituer le lithium dans les batteries, mais on l'a déjà effectivement dans les études, les évaluations pour voir, et surtout miser sur les futurs acteurs pour s'assurer si c'est pertinent dans le cas de la mobilité. Un complément sur le sodium, vous avez en France une société qui s'appelle Tiamat,
qui est issue des travaux à Amiens de Jean-Marie Tarascon, Mathieu Morcrette et ses équipes. Cette société existe, c'est une start-up et elle fabrique des batteries au sodium. Il fabrique, pardon, des batteries au sodium. Une question très courte qui n'a pas énormément de rapport peut-être avec la chimie. Je félicite les organisateurs d'avoir fait venir Monsieur Patrick Stromae à la table, c'est remarquable. Est-ce que dans les scopes 1, 2, 3 dont on a parlé, est-ce que le fait de proposer l'achat simultané, par exemple, un billet d'avion, de donner une somme pour la construction de forêts, ou voilà, est-ce que ça fait partie, par exemple, du scope 3, ou est-ce que comme c'est le degré 0 du recyclage, c'est dans autre part? Je ne sais pas. Oula. Ah, je ne sais pas si qui se sont là sur le sujet. Je pense qu'on commence à sortir du périmètre de nos matériaux stratégiques. Je ne sais pas si quelqu'un a une réponse sur ce sujet. Peut-être quelqu'un dans la salle, en tous les cas. Non, je crois que ça va être une réflexion de déjeuner, là. Mais c'est question intéressante. On peut se prendre encore 2 petites questions, et puis ensuite, nous allons passer la main pour la suite. Il y en a une là. Question pour Monsieur Petit, parce qu'il y a beaucoup de lycéens dans la salle. Il s'agit d'une partie immergée des éoliennes. J'ai lu plusieurs fois, je ne sais pas si c'est un bobard d'écolo, que chaque mètre carré de sous-sol sableux de la mer était raclé au moins 3 fois par an, en particulier au nord de l'île-Dieu. Et j'ai vu que des biologistes japonais ont dit qu'implanter quelque part des objets immergés qui sont des zones de reproduction de poissons, c'est quelque chose qui a un énorme effet bénéfique sur la biodiversité et l'halieutique. On aimerait y croire. Alors vous qui connaissez bien le système, est-ce que c'est un bobard lancé par des écolos ou est-ce qu'il y a un fond de vérité dans cette histoire? C'est une bonne question. Sur cette question, je pense que ce qui est important, et surtout au niveau société, c'est de réussir à sortir et distinguer ce qui est des croyances et des connaissances. Donc, je paraphrase Étienne Klein. J'aime bien ses propos, parce qu'en fin de compte, on a une dérive qu'on sent au niveau de la société. Donc, il faut toujours ramener sur une analyse scientifique. Et là-dessus, donc, il y a des travaux qui ont été faits, par exemple, en Belgique, donc, qui ont des parcs éoliens en mer depuis plus d'une dizaine d'années. Donc, ils ont une société, la société scientifique belge, qui a fait des études et qui montre, en fin de compte, qu'il y a un effet récif qui est créé et qui, en fin de compte, va développer la ressource halieutique. Donc c'est quelque chose qui est scientifiquement prouvé. Voilà. Après, il faut regarder tous les comportements. Donc nous, on est aussi en contact avec, en tous les cas, on discute avec l'IFREMER, notamment au niveau des associations. On pense que ce serait aussi important en France qu'il y ait un organisme scientifique qui se mette en place, justement pour donner des avis, parce qu'il y a ces questions que la population se pose déjà et continuera à se poser, pour qu'il y ait un avis scientifique indépendant qui s'exprime et qui collecte l'ensemble des études européennes, parce qu'il y a déjà, comme je disais, le premier parc c'est 91, donc il y a plus de 30 ans de retour d'expérience, voilà. Même si en France c'est nouveau, voilà. Il y a tout ce retour d'expérience qui est là et dont on doit pouvoir bénéficier pour éclairer le débat. Bon, c'est encore une question. Ça va être la dernière question, là, maintenant. C'est encore une question pour Monsieur Petit, qui nous a très bien parlé des éoliennes, mais on en parle beaucoup en ce moment. Donc, si vous pouviez nous rappeler à peu près l'énergie que produit une éolienne au cours de sa vie, donc au cours, disons, une moyenne de 25 ans, et si on a pu comptabiliser l'énergie qui a été nécessaire à la fabriquer, puis ensuite à la recycler, bien sûr, pour pouvoir faire un petit bilan énergétique concernant cette nouveauté qui intéresse tout le monde. Oui. Donc là-dessus, il y avait un slide qui montrait qu'en moins de 8 mois, en fin de compte, entre l'énergie pour extraire les matériaux, produire, assembler, installer, maintenir et démanteler, en moins de 8 mois, en fin de compte, on venait récupérer le CO2. Le CO2 qui a été produit par toute cette phase de la conception au démantèlement. Un autre chiffre aussi qu'on a, c'est par exemple l'énergie, en fin de compte, produite par une éolienne, ça va être 41 fois l'énergie qui aurait été nécessaire à la production de l'éolienne. Voilà, donc c'est des ratios
qu'on diffuse. Voilà. Donc, et autrement, vous pouvez aller sur notre site internet, il y a une page Sustainability où vous avez beaucoup d'éléments, d'informations complémentaires sur ce sujet. Je crois qu'il faut qu'on tienne le timing, donc nous allons nous arrêter là. Moi, je vous remercie tous pour votre participation à cette session. Je pense